Il est 19h42. Vous êtes chez vous et soudain, tout s'éteint. Imagine une seconde que tout s'éteint. Plus de lumière, plus d'internet, plus de réseau. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une théorie. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. En février 2021, le Texas a plongé dans le noir pendant plus de 4 jours. Des millions de personnes sans électricité en plein hiver. La température est descendue jusqu'à moins 18 degrés Celsius. Plus de 700 personnes sont mortes. En France, l'hiver en 2022 à 2023, le gouvernement a activé le plan EcoWatt rouge plusieurs fois. Des risques réels de délestage tournant, des coupures planifiées pour éviter l'effondrement total du réseau. Le vrai danger, ce n'est pas la panne elle-même, c'est ce que les gens font pendant les premières minutes. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les personnes les plus intelligentes font souvent les pires choix. Quand une coupure commence, notre cerveau passe en mode automatique. On agit vite, sans réfléchir malheureusement. Certains paniquent, d'autres minimisent le problème, et beaucoup pensent « ça va revenir dans 5 minutes ». Mais l'histoire montre toujours la même chose. Les premières décisions déterminent tout le reste. Lors de la panne géante de 2003 en Amérique du Nord, 50 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. Ceux qui ont réagi dans les 15 premières minutes ont eu accès à l'eau, à la nourriture, aux informations. Ceux qui ont attendu que ça revienne se sont retrouvés coincés dans des embouteillages, des magasins vides ou pire, piégés dans des ascenseurs et des métros. Dans les grandes pannes, ce ne sont pas les plus forts qui s'en sortent, ni les plus riches, mais ceux qui comprennent la situation avant les autres. Cette vidéo n'est pas là pour faire peur, elle est là pour expliquer, pour t'aider à voir clair quand tout devient confus. Et surtout, pour éviter les erreurs simples que presque tout le monde répète encore et encore. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi notre premier réflexe est presque toujours le mauvais. La première erreur que font presque tous les gens, ce n'est pas de paniquer, c'est de croire qu'ils ont le temps. Ce n'est qu'une petite coupure, ça va revenir bientôt. Et pendant que tout le monde attend, la situation change sans prévenir. Dans cette partie, tu vas comprendre pourquoi perdre quelques minutes au début peut coûter des heures, voire beaucoup plus ensuite. Lors d'une coupure, le cerveau cherche le confort. Il veut une explication rassurante. Alors on reste là, on regarde autour de soi, on touche son téléphone, on attend un signal, une notification, un message. Le problème, c'est que l'attente est une décision, même si on ne s'en rend pas compte. Prenons un exemple concret. La panne de Londres en août 2019. 1 million de personnes touchées, les transports complètement paralysés. Les premiers qui ont quitté le métro immédiatement ont trouvé des taxis, des bus alternatifs. Ceux qui sont restés juste 10 minutes de plus se sont retrouvés bloqués pendant 6 heures dans des tunnels sans ventilation, avec des milliers d'autres personnes. La différence, 10 minutes de réaction. Plus le temps passe, plus les options diminuent. Les magasins se remplissent, les informations deviennent confuses. Les gens commencent à réagir en masse. En France, lors des alertes EcoWatt, les supermarchés situés près des grandes villes ont vu leur vente d'eau en bouteilles augmenter de 300% en quelques heures. Les bougies, rupture de stock en moins d'une journée. Ceux qui prennent une avance mentale, qui comprennent que quelque chose d'anormal est en cours, agissent calmement, sans précipitation. Ils ne font rien d'extraordinaire, ils font simplement les choses au bon moment. Un détail révélateur. Pendant la crise énergétique de l'hiver 2022 en Allemagne, les personnes qui ont acheté des chauffages d'appoint en septembre les ont payés 50 €. Celles qui ont attendu novembre, 150 à 200 €, quand il en restait. Et dans la prochaine partie, on va voir pourquoi suivre la foule est l'un des pires réflexes possibles quand tout s'arrête. Quand quelque chose ne va pas, regarde autour de toi. Que font les autres ? La plupart du temps, on fait exactement la même chose. On suit le mouvement. Le problème, c'est que la foule ne réfléchit pas, elle réagit. Et dans une coupure, suivre la majorité peut t'amener droit dans les ennuis, même si tout le monde te dit que c'est logique. Quand l'électricité disparaît, un phénomène se déclenche presque toujours, l'effet mouton. Une personne bouge, 2 suivent, et très vite, tout le monde imite sans comprendre pourquoi. On va tous au même endroit, on cherche tous les mêmes choses. On fait confiance au comportement collectif au lieu d'analyser la situation. Mais l'histoire est claire, la foule a rarement raison au début d'une crise. En Grèce, pendant la crise économique de 2015, quand les banques ont fermé leurs portes,
des files de centaines de personnes se sont formées devant les distributeurs. Certains ont attendu 8 heures pour découvrir que la limite était de 60 € par jour. Pendant ce temps, ceux qui sont allés dans les petits villages ont trouvé des distributeurs vides d'attente avec les mêmes 60 € disponibles. Plus il y a de gens au même endroit, plus les tensions montent, plus les ressources disparaissent. Au Texas, en 2021, les supermarchés des grandes zones urbaines ont été littéralement dévalisés en 3 heures. Mais à 20 km de là, dans les zones rurales, les magasins avaient encore des stocks pendant 2 jours. Même ville, même crise, résultat totalement différent. Ceux qui s'en sortent ne sont pas ceux qui courent le plus vite, mais ceux qui prennent une seconde de recul. Observer avant d'agir, c'est déjà reprendre le contrôle. Un autre exemple. Pendant les émeutes énergétiques au Sri Lanka en 2022, les stations-service ont été prises d'assaut. Des files de plusieurs kilomètres, des bagarres, des accidents. Pourtant, les livraisons continuaient. Mais tout le monde allait aux mêmes 3 grandes stations. Ceux qui ont utilisé des applications pour trouver les petites stations périphériques ont fait le plein sans attendre. Et dans la prochaine partie, on va parler d'un réflexe encore plus dangereux. Penser que la technologie va toujours nous sauver. Le premier objet que presque tout le monde attrape, ce n'est pas une bougie, c'est son téléphone. Même sans réseau, même sans Internet, on le regarde, on le touche, comme si j'allais nous donner une réponse. Mais dans une coupure, le téléphone peut devenir une fausse sécurité, et parfois même un piège. Le téléphone est devenu une extension de nous-mêmes. Il nous informe, il nous rassure, il nous guide. Alors quand tout s'arrête, notre premier réflexe est de le consulter encore et encore. On attend une barre de réseau, un message officiel, une notification qui dit « tout est sous contrôle ». Le problème, c'est que l'information arrive toujours en retard, et parfois, elle n'arrive pas du tout. Pendant la panne massive de Facebook, Instagram et WhatsApp en octobre 2021, plus de 3 milliards d'utilisateurs se sont retrouvés coupés pendant 7 heures. Les gens ont rechargé l'application toutes les 30 secondes. Ils ont éteint et rallumé leur téléphone. Ils ont vérifié leurs paramètres encore et encore. Résultat, des batteries vidées en 2 heures alors qu'une panne électrique aurait pu survenir juste après. Pendant ce temps, la batterie descend et avec elle, notre sentiment de contrôle. En Ukraine, pendant les coupures massives de l'hiver 2022 à 2023, causées par les bombardements russes, les Ukrainiens ont développé une règle simple. Ne touche ton téléphone que 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Chaque fois, seulement 5 minutes. Cette discipline simple a permis à des millions de personnes de garder leur téléphone fonctionnel pendant 4 à 5 jours avec une seule charge. Ceux qui gardent une longueur d'avance ne dépendent pas d'un écran pour décider. Ils utilisent le téléphone comme un outil, pas comme une béquille. Un autre problème, la désinformation. Pendant une crise, les fausses informations circulent 6 fois plus vite que les vraies. Selon une étude du MIT, au Texas, pendant la panne de 2021, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux. L'eau du robinet est contaminée. Des milliers de personnes ont fait bouillir toute leur eau, gaspillant du gaz et de l'électricité de secours. 3 jours plus tard, les autorités ont confirmé. L'eau était parfaitement potable, mais les dégâts étaient faits. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi prévoir avant la panne est beaucoup plus simple que réagir après. Quand on parle de préparation, la plupart des gens pensent à des objets, de l'eau, de la nourriture, des batteries. Mais dans une vraie coupure, le manque le plus dangereux n'est pas matériel, c'est mental. Et c'est là que beaucoup échouent sans le savoir. Avoir du matériel, c'est utile, mais ce n'est jamais suffisant. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à rester calme quand les repères disparaissent. En psychologie, on appelle ça la résilience situationnelle. C'est la capacité de ton cerveau à fonctionner normalement, même quand tout autour devient anormal. Les personnes préparées mentalement ne cherchent pas des solutions parfaites. Elles cherchent des solutions simples, elles évaluent ce qu'elles ont, elles anticipent les prochaines heures, pas les prochains jours. Un exemple concret. Pendant le siège de Sarajevo dans les années 90, la ville est restée sans électricité pendant des mois. Les survivants racontent tous la même chose. Ceux qui essayaient de tout contrôler se sont devenus fous. Ceux qui acceptaient l'incertitude jour par jour ont survécu. À l'inverse, ceux qui ne sont pas prêts mentalement s'épuisent très vite. Ils veulent tout résoudre immédiatement. Ils font 10 plans différents. Ils changent d'avis toutes les heures.
Ils se disputent avec leur entourage. Le stress mental consomme autant d'énergie que le stress physique. En France, après les annonces de potentielles coupures hivernales, les centres antipoison ont enregistré une hausse de 40% des appels liés au stress et à l'anxiété. Les gens ne dormaient plus, ils imaginaient le pire. Certains ont même fait des crises de panique, alors qu'aucune coupure n'avait encore eu lieu. La préparation mentale, c'est accepter l'incertitude sans perdre sa lucidité. C'est aussi reconnaître les signes du stress chez soi et chez les autres. Irritabilité inhabituelle, décisions impulsives, pensées catastrophiques, ce sont des signaux d'alarme. La solution, des techniques simples. Respiration contrôlée, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Répétez pendant 2 minutes, ça réduit le cortisol de 30%. Routine physique, même dans le noir, se laver le visage, s'étirer, bouger, ça donne au cerveau un sentiment de normalité. Communication claire, parler à voix haute de ce qu'on fait, même seul. Je remplis cette bouteille d'eau. Je place cette bougie ici. Ça réduit la confusion mentale de 50%. Et dans la prochaine partie, on va entrer dans le concret. Quoi faire exactement dans les premières heures ? Les premières heures sont les plus importantes, pas parce que tout s'effondre, mais parce que tout est encore possible. C'est le moment où une décision simple peut éviter 10 problèmes plus tard. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que la majorité se trompe. Quand la panne dure plus longtemps que prévu, une nouvelle phase commence. Les gens réalisent que ce n'est pas juste un incident. L'ambiance change, les comportements aussi. La première chose intelligente à faire, ce n'est pas d'agir dans tous les sens, mais de structurer sa situation. Où es-tu exactement ? De quoi disposes-tu réellement ? Qui est avec toi ? Ces questions paraissent simples, mais très peu de personnes prennent le temps d'y répondre. Prenons un protocole utilisé par les équipes d'urgence. La règle des 3-3-3. Première étape, 3 minutes d'observation. Ne rien faire. Juste regarder, écouter, analyser. Est-ce que les voisins ont aussi perdu l'électricité ? Y a-t-il des lumières au loin ? Est-ce que j'entends des sirènes ? Deuxième étape, 3 actions prioritaires. Pas 10, pas 20, juste 3. Exemple type, 1. Remplir toutes les bouteilles et récipients d'eau disponibles. Pourquoi ? Car si la coupure dure, les pompes à eau s'arrêtent. Au Texas, les robinets ont cessé de fonctionner après 12 heures. 2. Vérifier et organiser les sources de lumière, lampes, bougies, téléphones, les placer dans des endroits stratégiques avant qu'il fasse nuit. 3. Communiquer avec une personne de confiance à l'extérieur de la zone. SMS ou appel rapide, je vais bien, pas de raison ensuite, rendez-vous à tel endroit. Troisième étape, planifier par bloc de 3 heures. Les 2 prochaines heures, pas plus. Ceux qui pensent trop loin s'angoissent inutilement. Ceux qui pensent trop court se retrouvent surpris. En Italie, pendant la panne de septembre 2003, 28 millions de personnes sans électricité. Ceux qui ont structuré les premières heures ont eu 3 avantages majeurs. 1. Ils ont sécurisé leur nourriture. Ils ont ouvert le frigo une seule fois pour sortir ce qui était périssable, puis l'ont refermé. Résultat, les aliments sont restés frais 18 heures de plus. 2. Ils ont rationné leur batterie. Un téléphone moderne peut durer 5 jours en mode avion avec une seule charge. En mode normal, 8 heures. 3. Ils ont créé des points de rendez-vous. Si on se perd, on se retrouve à la boulangerie du coin à 18 heures. Simple, mais efficace. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais de réduire l'imprévu. Et dans la prochaine partie, on va voir une erreur silencieuse, mais critique. Parler trop vite à trop de monde. Imagine que chaque seconde compte. L'électricité tombe, les écrans s'éteignent, le silence tombe sur la ville, les messages se multiplient, les rumeurs explosent, et toi ? Suis-tu la foule aveuglément ou sais-tu prendre le contrôle avant que tout ne dérape ? Dans cette partie, tu vas découvrir comment une simple décision peut faire la différence entre calme et chaos. Et pourquoi la plupart des gens font exactement le contraire. Dès que l'électricité disparaît, chaque son, chaque lumière manquante devient stressante. Les gens regardent nerveusement dehors, inquiets. Les téléphones vibrent sans cesse, même s'il n'y a plus de réseau. Les notifications fantômes créent un faux sentiment d'action. C'est là que la panique silencieuse s'installe. On veut faire quelque chose, mais quoi ?
La plupart se précipitent, suivent des conseils incertains ou répètent les gestes des autres. Imagine une ville entière agissant sur des informations erronées. Un vrai labyrinthe de décisions qui échappe au contrôle de chacun. Pendant la panne de New York en 2003, une simple rumeur a circulé. C'est une attaque terroriste. En 15 minutes, des milliers de personnes ont quitté Manhattan à pied. Les ponts étaient saturés. Certains ont marché pendant 8 heures pour rentrer chez eux. 3 heures plus tard, l'information officielle est tombée. Problème technique, aucun danger. Mais le mal était fait. Des personnes âgées ont fait des malaises, des accidents de la route ont eu lieu. Tout ça à cause d'une rumeur. Le principe de base en communication de crise, moins tu parles, moins tu risques de propager des erreurs. Ceux qui restent calmes font une seule chose, observer, analyser, décider avec précision. Ils utilisent les signaux réels, pas les rumeurs. Ils anticipent le chaos avant qu'il ne frappe. En Allemagne, après les alertes énergétiques de 2022, le gouvernement a diffusé un guide simple. Si vous entendez une information alarmante, 1. Ne la partagez pas immédiatement. 2. Vérifiez la source. 3. Attendez une confirmation officielle. 4. Puis informez calmement votre entourage proche. Ce protocole simple a réduit les fausses alertes de 60%. Un autre piège, tout dire à tout le monde. Si tu annonces publiquement que tu as des réserves, tu deviens une cible. En Grèce, pendant la crise bancaire, des personnes ont été cambriolées parce qu'elles avaient parlé publiquement de leur argent liquide. La règle d'or, information limitée, cercle de confiance restreint. Et bientôt, tu verras comment les erreurs de consommation et de panique transforment une simple coupure en véritable crise et pourquoi la plupart des gens perdent le contrôle alors qu'ils avaient toutes les chances de réussir. Regarde autour de toi. Les lumières sont éteintes, mais les rayons des magasins se vident. Les gens se précipitent pour acheter, parfois des choses inutiles. Et toi, sais-tu quelles actions risquent de transformer une petite panne en chaos total ? Dans cette partie, tu vas découvrir les erreurs silencieuses mais dévastatrices que tout le monde répète. L'un des réflexes les plus humains est de vouloir accumuler eau, nourriture, piles, lampes, tout y passe. Mais dès que des centaines de personnes agissent ainsi, le chaos apparaît. Les rayons se vident, les tensions montent, les disputes commencent parfois pour quelques bouteilles d'eau. En Belgique, en mars 2022, après l'annonce d'une possible pénurie d'huile de tournesol, les supermarchés ont été dévalisés en 24 heures. Les gens achetaient 10, 15, 20 bouteilles. Résultat, des rayons vides pendant 3 semaines. Mais voici le paradoxe. La Belgique avait des stocks suffisants pour 6 mois. Le problème n'était pas la pénurie réelle, mais la pénurie créée artificiellement par l'achat panique. Ce qui était au départ une simple annonce est devenu un véritable stress collectif. Les erreurs ne viennent pas d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise organisation et d'un réflexe de panique. Ceux qui réussissent ne courent pas, ne se précipitent pas. Ils planifient, rationnent et gardent toujours un peu pour plus tard. Un détail simple, ne jamais tout utiliser au début. Cela semble banal, mais en réalité, c'est ce petit geste qui fait la différence entre gérer la situation et se retrouver dépassé. Prenons l'exemple de l'eau. Pendant une coupure prolongée, une personne boit environ 2 litres par jour, mais elle en gaspille souvent 3 à 4 litres. Lavage de mains excessif, rinçage inutile, cuisson mal gérée. Si tu as 10 litres, tu peux tenir 5 jours en étant discipliné ou 2 jours en étant négligent. En Espagne, pendant la canicule de 2022, certaines régions ont subi des coupures d'eau tournantes. Ceux qui ont rationné dès le premier jour ont tenu sans problème. Ceux qui ont continué normalement se sont retrouvés sans une goutte au bout de 48 heures. Un autre aspect souvent négligé, la gestion des déchets. Quand l'électricité s'arrête, les systèmes d'égout peuvent être affectés, les poubelles s'accumulent, les odeurs attirent les nuisibles. Au Texas, après 4 jours de panne, les services sanitaires ont signalé une augmentation de 200% des infestations de rats dans certains quartiers. Pourquoi ? Parce que les gens jetaient leurs déchets n'importe où. La solution simple, sac hermétique, stockage à l'extérieur, loin des habitations. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment utiliser l'énergie et les ressources intelligemment pour que chaque heure compte et que la panique ne prenne pas le dessus. Regarde autour de toi.
Une panne et soudain tout le monde agit, mais pas toujours correctement. Sais-tu quelles erreurs simples peuvent transformer une coupure en véritable cauchemar ? Dans cette partie, tu vas découvrir les 10 pièges les plus fréquents, que presque tout le monde répète encore et encore. Erreur 1. Courir partout sans plan. On se déplace de pièce en pièce, on cherche de la lumière, on ouvre tous les tiroirs, inutilement. Ça consomme de l'énergie mentale et physique. La solution ? Reste immobile 3 minutes. Réfléchis, puis agis. Erreur 2. Ne pas rationner l'eau ou l'énergie dès le début. On croit que tout est illimité, mais très vite, les ressources s'épuisent. En Ukraine, la règle est simple. Divise tout ce que tu as par 3. Ce que tu penses utiliser en un jour doit durer 3 jours. Erreur 3. Écoutez les rumeurs et les conseils non vérifiés. Une information erronée peut faire paniquer tout un quartier. Pendant la pandémie, une fausse information sur le papier toilette a créé une pénurie mondiale alors qu'il n'y avait aucun problème de production. Erreur 4. Ignorer la sécurité personnelle. Bougies mal placées, batteries qui chauffent, des accidents simples deviennent dangereux. En France, pendant l'hiver 2022, les pompiers ont enregistré une hausse de 45% des incendies domestiques liés à l'utilisation incorrecte de chauffage d'appoint et de bougies. Erreur 5. Oublier de vérifier les voisins et la famille. Se concentrer uniquement sur soi crée des tensions et des conflits. Les communautés qui s'en sortent le mieux sont celles qui partagent l'information et les ressources. Au Japon, après le tsunami de 2011, les quartiers où les voisins se connaissaient ont eu un taux de survie 40% plus élevé. Erreur 6. Ouvrir le réfrigérateur trop souvent. Chaque ouverture fait monter la température de 3 à 5 degrés Celsius. Un frigo fermé garde le froid pendant 4 heures. Un frigo ouvert 10 fois, 1 heure maximum. Erreur 7. Utiliser toutes les sources de lumière en même temps. 3 bougies dans la même pièce n'éclairent pas 3 fois plus. C'est du gaspillage. Une seule bougie dans un coin avec un miroir derrière éclaire autant que 3 bougies dispersées. Erreur 8. Négliger l'hygiène. Pas de douche, pas de lavage de mains, déchets mal gérés. En 48 heures, les bactéries peuvent se multiplier par 1000 dans un environnement sale. Les maladies digestives explosent pendant les crises, non pas à cause du manque de nourriture, mais à cause du manque d'hygiène. Erreur 9. Paniquer pour l'argent liquide. Courir au distributeur avec tout le monde. En Grèce, certains ont attendu 12 heures devant les banques. Pendant ce temps, les petits commerces acceptaient encore les cartes avec des terminaux de paiement sur batterie. Erreur 10. Sous-estimer la durée. Ça va durer 2 heures. Prépare-toi toujours pour 48 heures minimum. Si ça dure moins, tant mieux. Si ça dure plus, tu es prêt. La clé ? Observer, anticiper, rationner et communiquer intelligemment. Ceux qui appliquent ces principes ne subissent pas la crise, ils la gèrent. Dans la prochaine partie, on va passer à un point crucial, les étapes essentielles pour préparer une situation prolongée et rester maître de ses décisions. Imagine la scène finale. Tout est silencieux. Pas de lumière, pas de signal. Juste toi et tes décisions. La question est simple. Seras-tu prêt ou subiras-tu le chaos ? Dans cette partie, tu vas découvrir les dernières étapes pour transformer l'incertitude en contrôle et comment te préparer pour que ce genre de situation ne te surprenne jamais. Maintenant, regarde autour de toi. La panique a peut-être commencé, mais tu as appris à observer, anticiper et agir intelligemment. Les erreurs que tout le monde fait, tu les connais maintenant. Récapitulons les principes essentiels. 1. Réagir dans les 15 premières minutes. Pas dans la panique, mais avec méthode. 2. Ne jamais suivre la foule aveuglement. Observer, analyser, puis décider. 3. Rationner dès le début. Eau, énergie, nourriture, batterie. Tout ça divise par 3. 4. Limiter l'utilisation du téléphone. 3 fois par jour, 5 minutes maximum. 5. Créer un cercle de confiance. Famille, voisins proches. Pas de communication publique. 6. Planifier par bloc de 3 heures. Pas trop loin, pas trop court. 7. Toujours prévoir pour 48 heures minimum, même si on te dit 2 heures. La clé finale, prévoir des routines simples, garder le calme et utiliser chaque ressource à bon escient. Et surtout, rester attentif aux prochaines coupures, aux nouvelles crises et aux informations fiables. Si tu appliques ces principes, une simple panne peut devenir un exercice de contrôle et de lucidité au lieu d'un moment de panique totale. Un dernier exemple pour finir.
En Finlande, le gouvernement distribue à tous les citoyens un guide de 72 heures. Chaque foyer doit avoir de quoi tenir 3 jours sans aide extérieure. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation intelligente. Résultat, quand la Finlande a subi des coupures électriques en 2023, zéro panique, zéro émeute. Les gens ont géré calmement, parce qu'ils étaient prêts. Et voici le meilleur conseil pour finir. Chaque situation extrême est une opportunité d'apprendre et de se préparer pour la suivante. Ne te dis jamais « ça ne m'arrivera pas ». Dis-toi plutôt « quand ça arrivera, je serai prêt ». Alors si tu veux voir la suite et découvrir comment gérer des coupures prolongées, des crises économiques ou d'autres situations d'urgence, clique sur la vidéo suivante. Avant de terminer, garde une chose en tête. Les grandes coupures d'électricité ne commencent presque jamais par un grand signal d'alarme. Elles commencent souvent par un simple moment où tout s'arrête. La vraie question n'est donc peut-être pas si cela peut arriver. La vraie question est plutôt sommes-nous réellement prêts si cela arrive demain ? Dis-moi honnêtement dans les commentaires, penses-tu que ta maison pourrait tenir 24 à 72 heures sans électricité ? Je lis vos réponses avec attention. Et dans la prochaine vidéo, on verra justement ce qui se passe pendant les premières heures d'une panne majeure. Abonne-toi pour ne rien manquer. À très bientôt.